vraiment rapidement, je vous ramène à la définition de la dyslexie, la définition qui est utilisée souvent, entre autres, dans les recherches. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on va parler d'un trouble d'apprentissage qui a une origine neurologique. Alors, automatiquement, ça ouvre la voie à tout ce qui pourrait relever de la neuroéducation. Et cette difficulté-là va se manifester au plan de l'identification des mots, notamment, donc au plan comportemental, par des difficultés au plan de la précision, mais également de la rapidité. Et on va reconnaître également des difficultés orthographiques, des difficultés de décodage. Donc, quand on parle de dyslexie, on ne parle pas de tous les troubles d'apprentissage de la lecture, mais vraiment ce qui concerne l'identification, la production des mots écrits. Et on considère que cette difficulté-là est inattendue pour faire référence à la dimension neurologique du trouble. Maintenant, j'aime beaucoup ce schéma-là parce que, et je trouve que ça fait des liens avec ce qui a été présenté depuis ce matin, Freud a proposé ce cadre de référence-là pour mieux comprendre quelles sont les implications des différents niveaux dans la dyslexie. Alors, évidemment, ce qui est en jaune, ça va être l'individu, je vais le définir un peu plus, mais il y a également l'environnement qui va avoir une influence sur cet individu-là. Cet individu, on peut retrouver les dimensions biologiques, cognitives et également comportementales. Au niveau biologique, dans le cas de la dyslexie, on suppose une anomalie cérébrale. Elle peut être fonctionnelle ou structurelle, mais il faut aller chercher les preuves de cette anomalie-là. Et cette anomalie peut être d'origine génétique, mais pourrait aussi être d'origine environnementale. On peut penser aux études qui se font, par exemple, sur le plomb, l'influence du plomb sur le développement cérébral. Maintenant, au plan cognitif, on va parler d'un déficit cognitif particulier, tellement fin, tellement spécifique qu'il n'est pas censé affecter la capacité cognitive générale de l'apprenant. Et au plan comportemental, on s'attend à voir des atteintes spécifiques, des difficultés donc au plan de la lecture et en particulier l'identification des mots écrits. Dans le cas de la dyslexie, pour qu'on parle de dyslexie, il faut qu'il y ait nécessairement cette cascade, à savoir la preuve d'une anomalie cérébrale qui entraîne un déficit cognitif qui, lui, se manifeste au plan comportemental par des atteintes spécifiques. Que cette anomalie-là soit due à l'environnement ou de nature biologique, entre autres la transmission génétique. Là où ça se complexifie, c'est que l'environnement peut aussi avoir un impact sur la dimension cognitive sans qu'il y ait d'atteinte neurologique. Et dans le cas de la dyslexie, il faut être capable d'éliminer cette source de difficulté. Et de la même façon, l'environnement peut avoir un impact, non pas sur les dimensions cognitives proprement dites, mais sur certaines manifestations comportementales. On pense tout simplement aux approches pédagogiques utilisant lecture qui peuvent entraîner des comportements de lecteurs particuliers. Maintenant, ce qu'on sait à l'heure actuelle, les théories les plus importantes font référence d'une part donc, à l'anomalie cérébrale, mais aux déficits phonologiques qui sont liés à la dyslexie pour la dimension cognitive. Et on fait référence à trois grandes catégories de déficits. Le déficit de la conscience phonologique, la capacité à jouer avec les unités orales de la langue. Le déficit de la mémoire phonologique, donc la mémoire de travail avec la boucle phonologique. Et le déficit de dénomination rapide. Ce sont trois déficits dont les évidences scientifiques en psychologie cognitive sont très fortes, sont très robustes par rapport aux difficultés de lecture. Ces déficits, ces déficits-là, peuvent entraîner des difficultés au plan du traitement alphabétique, ce qu'on appelle le décodage habituellement, traitement orthographique, la reconnaissance instantanée des mots. Au plan comportemental, on va donc observer en lien avec ces déficits cognitifs-là, d'une part pour le traitement alphabétique orthographique, des difficultés à identifier et à produire des mots écrits, et dans le cas des déficits phonologiques, des difficultés à manipuler les phonèmes, à mémoriser des séquences et une lenteur de dénomination. Donc, au plan comportemental, ce sont des manifestations qu'on va chercher. Évidemment, quand on fait la recherche sur la dyslexie, au point de départ, les recherches se sont concentrées sur cette dimension-là. À mesure que l'approche cognitive s'est développée, que les approches cognitives se sont développées, on a vu l'émergence de travaux qui ont permis de mettre en évidence ces déficits au plan de la langue écrite et également au plan des traitements phonologiques. Et de plus en plus, on s'intéresse aux anomalies cérébrales dans le cas de la dyslexie. Alors, ce qui m'amène à introduire
et j'ai décidé de regrouper les études en deux grandes catégories. Celles qui ont utilisé la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et celles qui ont utilisé les champs magnétiques. Et j'ai fait aussi le choix aujourd'hui de présenter uniquement les études les plus souvent documentées ou rapportées dans la littérature comme étant des études de référence. Alors, je vous parle, et vous allez voir, c'est toujours dans les années 2000 ou à peu près, là, 2000, 2002 et jusqu'à 2008. Alors, il y a l'étude de Bamford aussi. J'ai pris la décision de ne vous présenter que les études qui traitent de l'intervention. L'effet de l'intervention sur, évidemment, le comportement du lecteur, mais surtout le lien entre ce changement de comportement du lecteur et les changements observés dans l'activité cérébrale. Alors donc, Tampa, en 2003, a fait une étude avec 20 dyslexiques et 12 normolecteurs. Alors on voit tout de suite que ce sont des enfants qui sont à la fin du primaire. Et l'intervention qui a été mise en place s'inspirait directement des interventions qui avaient été développées en psychologie cognitive. Alors donc, 8 semaines, 100 minutes par jour, 5 jours par semaine. Alors c'est une intervention qui était de très courte durée, sur 2 mois, mais très, très intensive. Et les activités qui étaient mises en place à l'intérieur du programme concernaient l'attention, la discrimination, la mémoire auditive, les habiletés phonologiques et la compréhension orale. Les résultats obtenus en lecture et aussi en langage oral, il s'agit d'une amélioration significative des performances en lecture de mots, de non-mots, mais également compréhension. Et on observe une performance qui devient normale, donc qui se situe dans les limites de la normale pour ces lecteurs-là par rapport à des épreuves standardisées. L'amélioration est significative également au plan du langage oral et de la dénomination rapide. Donc, au plan comportemental, c'est ce qu'on observe. Maintenant, les résultats obtenus, alors les tâches utilisées pour la résonance magnétique, c'est un jugement de rime de lettres. Alors ça aussi, on voit qu'on s'inspire clairement de la psychologie cognitive ici, à savoir, on demande à l'élève, au sujet, de déterminer si des paires de lettres riment ou non, si le nom de ces lettres-là rime ou non. Donc, la présentation du stimulus visuel et l'élève doit juger si les lettres riment ou pas. 2 mesures ont été faites, donc avant l'intervention et après l'intervention, et on observe une augmentation de l'activation de l'activité cérébrale dans le cortex temporopariétal gauche. Et on observe cette activation-là chez les normolecteurs. Et donc, chez les lecteurs dyslexiques, une augmentation de l'activation qui se rapproche de celle du normolecteur. Et également une augmentation pour le gyrus frontal inférieur gauche. Et également une amélioration pour les gyrus frontaux inférieurs, médians et supérieurs. Donc, dans la partie frontale, on observe également des modifications. Et dans le gyrus temporal médian, droit cette fois-ci, comme les gyrus frontaux, médians et supérieurs. Donc, ce qu'on observe dans une intervention comme celle-là, avec des sujets qui sont relativement âgés, avec un diagnostic de dyslexie, c'est qu'il y a une modification de l'activité cérébrale et qu'en plus, cette modification-là tend à ramener l'activation ou l'activité vers une normalisation de ce qu'on observe chez le normolecteur. Alors, on regarde rapidement ici, avant l'intervention, chez les contrôles et chez les dyslexiques, et on observe ici, après l'intervention chez les dyslexiques, on voit le patron d'activation s'apparaître à celui des normolecteurs, des contrôles. Alors, je vous présente Richard et collaborateurs. Vous allez voir qu'il revient souvent celui-là. Alors, il y a une étude ici qui a été faite sur l'orthographe. Je vous rappelle simplement que les problèmes d'orthographe sont hautement associés à la dyslexie. J'entends ici l'orthographe lexicale et pas l'orthographe grammaticale. Donc, vraiment, la représentation écrite des mots. Alors, dans cette étude-là, il y a 18 dyslexiques et 21 normolecteurs, avec une répartition là, presque égale de garçons et de filles. L'intervention consistait en 14 sessions de 60 minutes chacune, 3 semaines. Alors, encore une fois, très court, très intensif, à tous les jours et ciblé. Une session de 60 minutes qui portait en plus sur autre chose que ce qui était dans les 14 sessions, à savoir développement du décodage et de la composition en écriture également.
différentes interventions pour voir si des interventions différenciées avaient des effets différenciés sur, évidemment, la performance, donc le comportement observable en lecture, en écriture, mais également l'activité cérébrale. Alors donc, 8 sujets dyslexiques ont eu une intervention sur le traitement orthographique, la représentation orthographique des mots, les patrons orthographiques les plus fréquents, par exemple, dans la langue. Et 10 autres ont eu une intervention portant sur la morphologie, donc la dérivation lexicale. Pourquoi petit, par exemple, prend-il un T? C'est parce que le T sert à faire le mot petit. Les résultats obtenus, alors au plan orthographique, évidemment une amélioration significative de l'orthographe des mots. Et ce qu'on observe, c'est que les dyslexiques qui ont eu une intervention sur l'orthographe plutôt que sur la morphologie ont une meilleure performance, même si c'est non significatif. En orthographe des non-mots, qui laissent penser vraiment à l'utilisation des correspondances graphèmes-phonèmes purs, l'amélioration est également significative. Et là, cette fois-ci, ce sont les dyslexiques qui ont reçu le programme morphologique qui ont une performance supérieure à ceux qui ont reçu un traitement orthographique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que deux programmes différents ont des impacts différents sur les habiletés de lecture qui sous-tendent la capacité à identifier les mots. Maintenant, les tâches utilisées pour la résonance magnétique. Alors, il y avait 4 types de tâches différents. Je les explique rapidement. Une tâche d'appareillement phonémique. Alors, on présentait 2 mots, par exemple, et le sujet devait déterminer si les lettres qui étaient en jaune sonnaient de la même façon. Donc, ça demandait nécessairement une transposition avec les phonèmes. Un appareillement morphologique sans changement phonologique. Des exemples, build, builder. Alors, ici, c'est un dérivé. Ici, ce n'est pas un dérivé. Corn ne vient pas de corner, ne vient pas de corn. Appareillement morphologique avec changement phonologique. National à nation. Alors, il y a des changements comme ça qui entraînent des changements phonologiques. Et un appareillement orthographique, donc à savoir ici, si la suite de lettres, le graphème ici était le même et sonnait de la même façon. 2 mesures, pré et post, avant donc et après l'intervention. Les résultats en résonance magnétique au plan d'activation cérébrale, dans les tâches d'appareillement orthographique, une augmentation significative chez les dyslexiques, dans le gyrus frontal inférieur droit, gyrus pariétal postérieur droit, et dans les tâches d'appariement morphologique, pas d'augmentation significative. Par contre, on observe pas d'augmentation significative dans le gyrus singulaire antérieur droit. Et dans la tâche d'appariement phonologique, aucune amélioration significative dans les régions concernées. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu des modifications, surtout dans les tâches d'appariement orthographique. Donc, l'orthographe des mots, c'est pareil ou c'est pas pareil. Et pour l'appariement morphologique, il n'y a pas eu comme tel de modification ni dans l'appariement phonologique. Je vous rappelle simplement que l'appariement phonologique, c'était très très court. Il y avait juste une séance qui portait là-dessus. Alors, on voit ici les différences qu'on peut observer entre le groupe des dyslexiques qui a reçu l'intervention orthographique et celui qui a reçu l'intervention morphologique. On voit ici la normalisation de l'activation cérébrale. Alors, si on observe ici nos sujets qui ont eu traitement orthographique, ils se retrouvent dans une zone de performance similaire à celle des normolecteurs, normoscripteurs. Alors, même chose ici, traitement orthographique, et on voit que c'est lui qui entraîne des modifications d'activité cérébrale, et ce n'est pas le cas pour le traitement orthographique. Et ici, même chose, on retrouve une performance des normaux, c'est-à-dire des dyslexiques qui se retrouvent dans la même zone que celle des normaux. Richards, 2007, donc toujours le même auteur, 20 dyslexiques. On voit que les enfants sont à peu près là, dans la même tranche d'âge. L'intervention, encore une fois, 8 semaines, 100 minutes par jour, 5 jours par semaine.
Et ici, on entraîne aux stimuli non-verbaux et stimuli de la parole ralentie. Donc, on présente par voie auditive des symboles oraux, des symboles verbaux, avec une lenteur importante. Les résultats, amélioration des capacités de langage oral et des performances en lecture. Mais si on observe pour la résonance magnétique, alors les tâches, il s'agissait d'une tâche de répétition orale de non-mots, de décodage oral de non-mots et d'appariement de non-mots. Pour ce qui concerne la répétition versus l'appariement, dans l'activation cérébrale, on observe une suractivation des régions frontales, pariétale, temporale, gauche et temporale droite. Et une sous-activation de la région frontale droite et de l'insulaire dans l'hémisphère droit. Dans les tâches de décodage d'appariement, en contraste, une sous-activation des aires PA19 et visuel 5. Richard, toujours, 2008, 18 dyslexiques, 21 neurolecteurs, scripteurs, une intervention, 14 sessions, alors je les passe rapidement, un seul programme d'intervention cette fois-là, un entraînement au décodage, donc un enseignement explicite des correspondances graphème-phonème, et associé un entraînement à la conscience linguistique dans le cadre d'un atelier d'écriture. Donc l'élève est amené au plan métacognitif à réfléchir. Alors, appariement des tâches, je les passe rapidement, simplement pour vous dire que, on va regarder les résultats. Donc ici, on observe une normalisation de l'activité cérébrale des dyslexiques avec une intervention sur le traitement alphabétique. Alors on voit quand même là, que les dyslexiques ici se rapprochent de la zone normale. Je vous parle des études neuromagnétiques. Et c'est toute une série. Simon, Fletcher et compagnie, 2002. Ils ont utilisé donc la magnétoencéphalographie. La tâche est un appariement de non-mots, rime versus ne rime pas. Donc, traitement alphabétique déficitaire et peu ou pas d'activation de la région pariéto-temporale de l'hémisphère gauche. Et une activation plus de la zone correspondante dans l'hémisphère droit. L'intervention individuelle, centrée sur le décodage. Encore une fois, vous voyez les caractéristiques. Les résultats de traitement alphabétique s'est amélioré de façon considérable, la compréhension lecture, mais on observe encore une lenteur de traitement. Il y a également une amélioration au plan de la région pariéto-temporale de l'hémisphère gauche, surtout la partie postérieure, gyrus temporaire supérieur, mais l'activation est plus tardive que ce qu'on observe chez les normodétecteurs. Diminution de la région correspondante de l'hémisphère droit. Donc, il semble y avoir comme une transposition. À mesure que l'hémisphère gauche récupère certaines fonctions, l'hémisphère droit laisse aller certaines fonctions, devient moins impliqué. Donc, une tendance à la normalisation. Je vous explique rapidement, parce que je vais terminer avec cette étude-là, en fait, une série d'études. Elle m'apparaissait intéressante parce que, de plus en plus, dans le domaine de l'éducation, on fait référence à ce qu'on appelle la résistance à l'intervention pour identifier les élèves qui présentent des troubles d'apprentissage. Pour être capable de cibler cette résistance-là, il faut d'abord avoir mis en place des interventions reconnues efficaces pour la majorité des lecteurs scripteurs. C'est ce qu'on appelle des interventions universelles. Et une fois qu'on a mis en place ces interventions reconnues efficaces, on cible des lecteurs qui résistent à l'intervention. Et là, on met en place des interventions beaucoup plus systématiques. Alors, je vais surtout vous parler, je vais sauter là, les deux premières, mais surtout vous parler de l'étude de Simons, en fait, les deux études, 2007A, 2007B. Eux se sont intéressés aux élèves qui, à la fin, en première année, avaient déjà eu des interventions pour toute la classe, ont résisté et ont eu des interventions qui concernent la conscience phonologique, le traitement alphabétique et aussi des interventions de 8 semaines sur la fluidité. On va observer ce que ça donne comme résultat. Donc, 15 dyslexiques, 8 répondants et 7 non-répondants. En fait, ils ont établi, après l'intervention, quels étaient les élèves qui étaient répondants ou non-répondants sur la base de la modification de leur comportement en lecture. Et après ça, ils sont comparés, parce qu'ils avaient déjà pris des mesures en résonance.
Et ils ont comparé à ce moment-là le profil avant versus le profil après en se demandant est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise celui qui répond pas bien à l'intervention. Au point de départ, est-ce qu'on est capable de l'identifier celui-là? Donc, 3 mesures avant l'intervention, après la phase 1 qui traitait du décodage et après la phase 2 qui intervenait sur la fluidité. La tâche, lecture orale de nos mots. Donc, les résultats qu'ils obtiennent, bon, les deux phases ont un impact significatif et sur la précision et sur la fluidité. Mais on va aller voir surtout ce qui se passe avec l'activité magnétique. Alors, des changements significatifs dans les régions temporopariétales et frontales inférieures. Pour les répondants, l'augmentation est linéaire. Donc, on observe vraiment une augmentation à mesure que l'intervention se fait dans l'aire pariéto-temporale de l'hémisphère gauche et chez les non-répondants, une augmentation quasi linéaire dans une autre zone de l'hémisphère droit. Une tendance similaire latérale dans l'aire frontale. Donc, on observe un patron de réponse différent entre ceux qui répondent bien, qui font des progrès, qui répondent bien à une intervention systématique, et ceux qui résistent à cette intervention-là. Alors, je les passe rapidement, je vais finir avec, parce que je pense que je vous en ai dit assez. Vous voyez que la tendance dans les études, c'est toujours, on observe l'amélioration du comportement et on observe des modifications de l'activité cérébrale, principalement dans l'hémisphère gauche, parce que c'est elle qui pose problème au point de départ et qui différencie la personne qui a des difficultés d'apprentissage de celle qui n'en a pas. Et quand on observe une amélioration, on voit que le patron d'activation commence à ressembler à ce qu'on attend du normolecteur. Alors donc, en conclusion, il y a plusieurs études qui montrent des différences d'activation cérébrale entre les dyslexiques et les normolecteurs. Les régions ciblées, la région temporo-occipitale, la région temporo-pariétale, la région frontale supérieure. C'est vraiment ces 3 régions-là qui posent problème. Les différences vont s'amenuiser lorsqu'une intervention ciblée, systématique, intensive, qui vise le processus déficitaire est mise en place. Donc, il ne s'agit pas d'intervenir large, on va améliorer la capacité d'identifier les mots, mais vraiment de cibler ce qui pose problème par rapport au sujet en particulier. Plusieurs études montrent des différences entre les dyslexiques avant une intervention, mais ces différences s'amenuisent lorsque l'intervention ciblée est mise en place. Les changements d'activation correspondent généralement aux changements comportementaux. Généralement, parce que dans certaines études, on a observé des changements de patron d'activation cérébrale, mais pas encore de changements observables au plan du comportement. Donc, pas de modification suffisamment importante des comportements de lecture pour qu'on puisse les noter. Différents types d'interventions entraînent différents patrons d'activation et les patrons sont évolutifs et dépendent, ENP, grosse erreur, du niveau d'apprentissage des sujets. Donc, ça vient complexifier la chose parce que quand on est avec des lecteurs débutants, des lecteurs un peu plus avancés, ça veut dire que le système cognitif et donc les bases neurologiques qui sous-tendent ce système-là sont aussi en évolution. Donc, on peut s'attendre à avoir des patrons différents, même chez le normolecteur, en cours d'évolution. Les limites des études, la population, il y a quelques études, le nombre est relativement restreint de sujets, les âges sont variés à l'intérieur de la population et les retards aussi en lecture sont variés. Et en plus, il y a des sujets qui ont reçu déjà des interventions avant, d'autres pas. Les tâches aussi utilisées, il y a une variété importante. Présentement, les tâches qui ont été développées, c'est surtout le traitement alphabétique, peu, donc le décodage, peu de tâches ciblent le traitement orthographique, reconnaissance instantanée, et encore moins le traitement morphologique. Les techniques d'imagerie, alors c'est surtout l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui a été utilisée jusqu'à maintenant. Quelques études ont combiné la technique d'imagerie structurale avec une technique d'imagerie fonctionnelle pour augmenter la précision, mais il va sembler qu'il y a une nécessité de combiner les études, les techniques d'imagerie pour obtenir de meilleurs résultats. Maintenant, les implications pratiques, parce qu'on est dans le domaine de la neuroéducation, le constat principal est le suivant, c'est que les personnes dyslexiques
tu es dyslexique, tu n'es pas capable d'apprendre à lire. On faisait une adéquation entre dyslexie et alexie. Okay? Donc, ils peuvent apprendre, mais il y a des conditions à ça. Et ces conditions-là, c'est des interventions intensives ciblant le processus déficitaire. Je vous rappelle que c'était 1 heure par jour, à tous les jours, pendant un nombre X de semaines. Alors, il faut voir quelles sont les implications qu'une intervention comme celle-là, de ce type-là, qu'elles peuvent avoir dans le milieu scolaire. Maintenant, il y a aussi des questions qui émergent de ces recherches-là. À mesure que je lisais les articles, je me disais combien d'heures faut-il pour favoriser le maintien des modifications et comportementales et de l'activation cérébrale. On ne le sait pas présentement. Généralement, on prend des mesures en post-test dans un temps relativement court après la fin de l'intervention. Dans le cas des troubles d'apprentissage, on sait que très souvent, au plan comportemental, si on cesse l'intervention, il y a une chute de performance. Il y a un non-maintien. Est-ce que le maintien dépend de l'âge chronologique des sujets, de son niveau d'apprentissage, du type d'intervention qui a été faite précédemment? On ne le sait pas. Alors, on est vraiment au tout début des travaux qui sont en lien avec l'intervention